Un sommaire riche, la guerre est déclarée sur le front des idées. Comment ne pas laisser aux populistes le monopole de l'émotion et de la révolte? Un vrai défi en pleine campagne présidentielle auquel s'attaque un nouveau titre de presse, Franc-tireur, la ligne éditoriale, combattre l'extrême droite et tout ce qui pourrait menacer l'universalisme républicain. Parmi les membres fondateurs, deux passionnés du débat démocratique, l'essayiste et réalisatrice Caroline Fourest et le philosophe Raphaël Enthoven. Ils seront tous les deux les invités de C'est l'Hebdo dans un instant. C'est l'Hebdo avec la bande très en forme et franchement joyeuse. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut. Salut. Tout va bien? Vous faites partie des 3/4 des Français qui se disent heureux? Ah oui. Vous avez l'air. Ouais. Très heureux. Oui. Antoine? D'autant qu'on va manger de bonnes pâtisseries, donc C'est ça. dur de On se réjouit. D'accord, donc c'est voilà, cet espoir qui te maintient en vie. Très intéressé. On va plonger dans l'actualité avec Franc-tireur. Franc-tireur, c'est le titre d'un nouvel hebdo qui débarque dans les kiosques en pleine campagne présidentielle. Un journal engagé pour peser dans le débat démocratique. La une est consacrée à Zemmour. Et deux de ces francs-tireurs sont les invités de C'est l'Hebdo. L'essayiste et réalisatrice Caroline Fourest et le philosophe Raphaël Enthoven. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes tous les deux passionnés de débat. Vous avez en commun des combats, le féminisme, l'universalisme, l'engagement aussi contre l'extrême droite depuis toujours, Caroline, et contre les intégrismes. Et vous participez donc à l'aventure de Franc-tireur, un nouveau magazine, hebdo, en kiosque tous les mercredis, des textes engagés. Une devise, et vous allez nous l'expliquer, la raison est un combat, donc le bébé ressemble à ça. Ce journal, vous l'avez présenté comme une arme intellectuelle. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une bataille des idées qui est en cours, qui est vive. Et pourquoi la raison est un combat? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus une évidence, en fait. La philosophie des Lumières n'est plus une évidence, donc c'est évidemment un clin d'œil à la philosophie des Lumières. On a un mouvement profond, et pas seulement en France, en monde, le retour de passions identitaires, de passions contre-révolutionnaires, des anti-lumières, et bien sûr des complotistes, et bien sûr des gens qui sont contre le progrès, qui remettent en cause même les faits. C'est l'ère de la post-vérité, notamment aux et des faits États-Unis. alternatifs. Et du coup, le journalisme, pour qui le fait de raisonner est un outil évident, est obligé de réaffirmer que la raison demande aujourd'hui d'être encore plus sportif qu'avant. Oui, c'est une particularité de l'époque, c'est-à-dire que dans les années 70, quand on débattait avec un marxiste, on pouvait débattre rationnellement. C'était démonstration contre démonstration, bien souvent. C'était idéologie contre idéologie. Oui, idéologie contre idéologie, mais argument contre argument, avec l'envie. Mais bien sûr, mais la raison est compatible avec la bêtise. On peut aussi dire des bêtises rationnellement. Mais enfin, on était dans un débat, dans une dialectique. Et aujourd'hui, vous êtes face à des gens qui récusent la rationalité. Oui. Comme une vieille concubine flétrie. C'est-à-dire que on n'en veut plus, on n'en veut pas. La raison, c'est l'outil des dominants. Et par conséquent, on va y venir. Parce vous que êtes contraint d'en faire un combat. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a quelques années, Jean-Michel, vous vous en souvenez, on disait vous n'avez pas le monopole du cœur. Eh oui. Bah, là, pour le coup, on pourrait vous dire vous n'avez pas le monopole de la raison. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sont dans l'irrationnel, sont... Mais, il me fait sourire cet argument, parce qu'on n'a jamais dit qu'on avait le monopole de la raison. On dit qu'on défendait la raison, c'est tout. On dit juste qu'aujourd'hui, la rationalité n'est plus une évidence, et qu'encore une fois, quand on éditorialise de nos jours, on se retrouve incendié par des chaînes de gens haineux qui nous disent que ce qu'on a affirmé, même quand c'est démontré, prouvé, par exemple sur les vaccins, par exemple quand des scientifiques rappellent des choses qui ont été démontrées, tout ce qu'ils disent peut être retourné par des gens qui considèrent que la vérité, en fait, c'est désuet. Que la vérité est une vieille concubine, comme disait Raphaël. Et c'est vrai que le complotisme se porte bien, les théories conspirent. Et puis c'est un monde où vous êtes tenu pour conservateur quand vous dites que 2 et 2 font 4. C'est en cela que la raison est un combat. C'est-à-dire que c'est un monde où soudain, on considère que ce que vous décrivez, vous le prescrivez. On vous fait le procès de ce que vous observez. On fait comme si vous étiez pour ce que vous vous contentez de décrire ou de constater. Et donc, vous êtes obligé, dans ces conditions, d'abord de vous défendre et ensuite de construire un argumentaire qui permette d'instaurer un dialogue. Le journal, il paraît pas à n'importe quel moment, on est en pleine campagne présidentielle, ça ne vous a pas échappé. En l'occurrence, c'est vrai que c'est un titre de combat et qui est engagé. Qui sont vos adversaires, pour le dire clairement? Mais justement, c'est pas du tout lié à la campagne présidentielle. C'est juste qu'on essaie d'avoir, encore une fois, d'apporter
notre contribution et notre pédagogie par rapport à des gens qui sont démagogues, qui sont dans la déraison, qui sont dans flatter les peurs, flatter les émotions, flatter les passions. Donc il y a plein de candidats qui vont de la droite jusqu'à la gauche et même la gauche radicale, comme Fabien Roussel par exemple, qui sont peut-être des candidats qui sont encore des candidats qui ne sont pas démagogues, qui portent des projets, qui incarnent toutes sortes de nuances. Par contre, tous ceux qui vont aller utiliser, encore une fois, les passions tristes, la déraison, et essayer de monter les uns contre les autres, sont effectivement plutôt dans ceux qu'on va croquer, clairement. Donc, on ne pouvait pas ne pas commencer par Éric Zemmour. Non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se dit que ça s'inscrit dans la présidentielle, mais on va y revenir, parce qu'il y a quelque chose d'assez fort dans cette première une de Franc-Tireur. Éric Zemmour, ses soutiens dans l'ultra-droite catholique, c'est une enquête, Mélanie. Oui, avec un titre évocateur, Éric Zemmour, sa grenouille dans le bénitier, voilà. Alors, c'est une enquête de Benjamin Cyr qui nous plonge dans les réseaux catholiques intégristes qui gravitent autour du toujours pas déclaré candidat. Alors, on découvre parmi les proches de Zemmour beaucoup de militants de la Manif pour tous. Christine Boutin, la fondatrice du Parti chrétien-démocrate. Jean-Frédéric Poisson, l'ancien député, découvert il y a 5 ans, notamment pendant la primaire de la droite, qui jouait le rôle du réac cool et social, nous rappelle Benjamin Cyr. Et puis, il y a également Stanislas Rigaud, qu'on voit là à droite, précoce président du mouvement Génération Z, 22 ans, hyper actif sur les réseaux sociaux et aussi sur le terrain avec sa campagne d'affichage XXL qu'on voit un peu partout en France depuis quelques mois. Et puis on retrouve aussi le conseiller Paul-Marie Couteau, qui a longtemps été compagnon de route de Marine Le Pen. Et de Jean-Pierre Chevènement, effectivement. On est sur les deux extrêmes, sans bien sûr oublier d'anciens militants... les extrêmes, Chevènement n'était pas extrême. Hein. Oui, pardon, d'anciens militants contre le Pax. Il était... Enfin, c'est intéressant. Mais finissons la liste des cathos tradis, parce qu'en plus c'est une constellation que vous connaissez bien et sur laquelle vous avez étudié. Mais Mélanie, je vais juste dire, en fait, également, parmi ces sphères d'influence, on a des anciens militants contre le Pax, des membres du mouvement intégriste Civitas et des orphelins de feu génération identitaire. Bref, Éric Zemmour, nouveau pôle d'attraction de l'ultra-droite, c'est ce que titrait Le Monde. Peut-être d'abord un commentaire sur ce que ça dit, cet entourage finalement du projet politique d'Éric Zemmour. Est-ce que vous qui avez beaucoup enquêté pour le coup sur l'extrême droite, est-ce qu'il y a des points qui vous inquiètent particulièrement ? Écoutez, moi j'ai retrouvé des personnages que je n'avais pas vus depuis quasiment 20 ans, quand je menais la bataille pour le Pax, et qui, je veux dire, qui sont tellement à droite de l'extrême droite que même le Rassemblement national n'en voudrait pas en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment la vieille droite intégriste, contre-révolutionnaire, maurassienne, antisémite, il faut bien le dire, parce que le nombre de personnages antisémites qui sont pas loin, c'est quand même très impressionnant, et surtout qui sont contre l'avortement, contre l'homosexualité. On a des personnages qui viennent de la cité catholique, par exemple, qui ont été formés par la cité catholique, qui croient à la théocratie chrétienne. La théocratie chrétienne, qui détestent la République laïque. Limite, ils pensent que c'est la gueuse, comme disaient les maurassiens et les anti-républicains de base. Et là où il y a un paradoxe qu'on avait envie de souligner et qui est magnifiquement démontré par l'enquête de Benjamin Cyr, c'est que c'est bien beau de faire campagne sur le dos d'un intégrisme, en l'occurrence de ferrailler contre l'intégrisme musulman. Mais moi, j'avais quand même cru comprendre que ce qu'on reprochait à l'intégrisme musulman en dehors de la partie terroriste, c'était d'être antisémite, d'être homophobe, d'être sexiste. Et du coup, on est un peu amusé, parce que là, les personnages de cette galaxie zémourienne, ils peuvent faire une compétition avec les personnages d'en face. Ils ont les mêmes valeurs, en réalité. Vous avez écrit d'ailleurs sur Marine Le Pen, sur ses soutiens parmi les catholiques intégristes. Quoi de différent entre Marine Le Pen et Éric Zemmour Oui, c'est intéressant, ça, les différences et les ressemblances entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. D'abord, je pense qu'ils s'autodétruisent tous les deux. Ils se nuisent l'un et l'autre par leurs outrances. Mais avec une particularité, c'est que pour les raisons qu'a détaillées Caroline, et qu'on trouve dans l'enquête de Benjamin Cyr, je crois que le plafond de verre d'Éric Zemmour est plus bas que celui de Marine Le Pen. Il y a plus d'avenir pour un mouvement, une sorte de syncrétisme qui mêle des éléments de gauche, de droite, d'anciens chevènementistes, etc., etc. C'est-à-dire ce que Marine Le Pen avait commencé à proposer que pour un mouvement qui, lui, est résolument, radicalement, me semble-t-il, d'extrême droite et qu'il faut nommer comme tel. Mais au-delà de ça, la loi du spectacle commande de voir Éric Zemmour face à Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen qui est nulle en débat. Donc c'est difficile de prédire. C'est difficile de prédire. Vous avez tous les deux débattu avec Éric Zemmour. Oui. Et vous l'avez fait pas très bon non plus, hein. À différentes périodes. Vous, Caroline, c'était à propos de la misogynie d'Éric Zemmour. Vous, c'était sur d'autres sujets. Moi, j'ai toujours été surpris. On m'a proposé souvent de débattre avec Zemmour quand on était sur RTL. J'ai toujours refusé.
Vraiment, les valeurs qu'il porte font que, voilà, au-delà de la raison, ce type n'aime pas la France. Ces valeurs sont dégoûtantes. Je n'ai jamais compris comment on pouvait débattre avec lui. Donc vous l'avez fait. Vous l'avez fait notamment, vous, Raphaël, parce que je ne sais pas à quel moment vous avez débattu avec lui, après qu'Éric Zemmour ait pu dire qu'il avait du respect pour les djihadistes, qui étaient capables de mourir pour une cause, ce dont nous n'étions pas capables. Et si vous voulez, moi, quand des gens disent comme ça, des choses comme ça, ben, on ne les fréquente pas, on ne débat pas avec eux, parce que je ne vois pas bien ce qu'il y a à en tirer. C'est intéressant. Surtout avec deux soutiens de Charlie depuis toujours. C'est intéressant que vous preniez cet exemple, Jean-Michel, parce que j'étais le premier à la radio sur Europe 1 à avoir forgé ce jour-là le néologisme d'islamo-droitisme, qui concluait sur le fait que tous les chemins menaient à Munich, et qui partait du fait que c'était par d'autres biais que l'islamo-gauchisme que Zemmour adhérait justement à l'islamisme, à l'intégrisme, et lui trouvait du respect. Octobre 2016. Oui, absolument, c'était sur Europe 1. J'ai fait une chronique le lendemain du jour où il l'a dit dans Causeur. Donc pourquoi débattre avec lui après Alors j'y viens. Encore au mois de juillet dernier, vous y débattiez avec lui sur CNews. C'est précisément parce que je suis en guerre contre cette position, contre cette hypocrisie scandaleuse qui consiste en réalité à admirer ses ennemis, parce que je suis en guerre contre cette façon de voir et ce dispositif qu'il m'apparaît que débattre avec lui, mettre ça sur la table, manifester ses contradictions, les redire, les nommer pour les gens qui sont un peu amnésiques, ça n'est pas faire œuvre inutile. Et ça n'est pas valider ou accréditer un discours qui n'a pas besoin débattre, c'est dialoguer. Comment débattre, c'est dialoguer. Alors justement, comment dialoguer avec quelqu'un qui est en dehors du champ républicain? Mais ça, c'est Caroline, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Chirac a dit la même chose en 2002. C'était trop facile. Évidemment que c'est facile. Moi, Caroline Forest. j'ai dû débattre face à Tariq Ramadan, que vous avez souvent invité, Jean-Michel Apathy, et qui vous avez donné la parole. Jamais. Non, mais sans débattre avec lui. Vous ne lui avez pas apporté c'était la un très grand moment contradiction. en l'occurrence. Moi, j'ai débattu face à Tariq Ramadan pour lui apporter la contradiction face à Alain Soral. En l'occurrence, face à Éric Zemmour, c'était lorsqu'il était à On n'est pas couché il y a 10 ans et qu'il venait de recevoir Tariq Ramadan de façon ultra complaisante. Il est d'ailleurs persuadé que Tariq Ramadan est innocent. Il n'est pas sûr que Dreyfus soit innocent, mais par contre, il est assez persuadé que Tariq Ramadan est innocent. Et justement parce qu'il avait été lamentable et extrêmement complaisant, j'étais venue lui apporter, moi, la contradiction sur ses propres valeurs. Et ça a tourné pas très bien pour lui, je dois l'avouer, parce qu'en plus, il m'a attaqué de façon tellement misogyne en rendant, par exemple, le féminisme responsable du divorce. Oui. Il m'a attaqué en disant que mes parents étaient divorcés, que le féminisme avait brisé ma vie, puisque le féminisme est responsable du divorce. C'était vous dire que ce garçon ne cache pas... Oui, vous avez attaqué sur l'intime et sur la vie personnelle. Oui, mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ça révélait place. sa vision des femmes. Et que c'est quelqu'un qui a une vision des femmes, encore une fois, où je pense que c'est normal qu'il se trouve quelques atomes crochus avec Tariq Ramadan et qu'il a envoyé d'ailleurs des petits mots langoureux qui ont été révélés. Il y a deux choses, vraiment. Oui, mais il y a deux choses. Il y a d'abord les alliances inattendues d'Éric Zemmour, les attachements inattendus d'Éric Zemmour. Et puis il y a la question de savoir s'il faut débattre. Les attachements inattendus, son lien avec Tariq Ramadan, son islamo-droitisme, si vous voulez. Et la deuxième question, c'est est-il efficace ou inefficace de débattre? Je fais le pari de l'efficacité du débat, malgré l'interlocuteur que nous avons en face. Parce que même quand quelqu'un n'est pas dans le dialogue, vous pouvez faire entendre ce qu'il n'ose pas dire. Et je crois que c'est utile. Voilà. Mais après, on peut se débattre de ça. Et c'est votre force en tout cas, c'est votre choix et c'est votre pari. C'est un choix, celui de vouloir débattre, mais on peut aussi se dire qu'on ne peut pas débattre quand on ne partage rien. Bien sûr, mais je ne vois aucun bénéfice de la diabolisation depuis qu'elle existe, en vérité. Donc il me semble qu'il faudrait... Voilà, bon. Mais ça dépend du lieu aussi, en réalité. Il y a des lieux où chacun est à égalité et il peut faire entendre effectivement une part de vérité, puis ensuite le spectateur choisit. Oui. Le problème que posait l'émission qu'avait Éric Zemmour sur CNews, c'est que c'était son émission. Oui. Il était le référent et en fait, il n'y avait pas de possibilité de montrer quoi que ce soit parce que soit vous marquiez des points et il avait l'air d'être un grand seigneur, soit vous le cogniez et pareil, il avait l'air aussi d'être un grand seigneur. Enfin, et si au contraire il arrivait, parce qu'il était surentraîné par rapport à ses invités, à vous réduire en poussière, et évidemment il était triomphant. Donc moi, j'ai pas de problème à débattre avec qui que ce soit, et je l'ai fait, je crois, avec les personnages les plus difficiles. Et je pense ne pas avoir montré que j'ai jamais peur en duel, mais par contre, il faut avoir un lieu qui soit équitable. C'est là qu'on n'est pas d'accord, parce que moi j'y vais. Toi, t'es allé, moi j'y serais pas allé. Voilà, c'est vrai. Mais on a plein de nuances. Il n'y a aucun problème.